Le monde dans lequel nous vivons est plein de mystères. Et malheureusement, parfois, le danger se rapproche beaucoup plus que nous ne pourrions le penser. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui montre comment les événements les plus banals peuvent se transformer en véritables cauchemars, surtout lorsque des tensions couvent au sein d'une famille. Toutes les familles ne vivent pas en harmonie. Parfois, les gens sont tellement différents qu'il devient presque impossible de cohabiter sous le même toit. Mais les histoires tragiques comme celles que vous allez entendre sont beaucoup plus rares. On sait peu de choses sur la petite enfance de María Martínez. Elle a épousé Luis Llamo Flores, un homme respecté et prospère. Il était juge, occupait un poste important et gagnait un salaire décent. María, quant à elle, travaillait comme secrétaire au parquet militaire. Leur famille vivait dans l'aisance. Leur relation a évolué rapidement et ils se sont mariés peu après leur rencontre. Au cours de leur mariage, le couple a eu 3 enfants. D'abord une fille, Juliana, puis 2 fils. Juliana était la préférée de son père. Il exauçait tous ses souhaits et faisait tout pour que sa fille soit heureuse. Louis voyait en elle une âme sœur, tout aussi réfléchie, artistique et avide de connaissances. Dès son plus jeune âge, la petite fille s'est passionnée pour la poésie, a écrit des poèmes et a même remporté des concours. Son parcours créatif s'est poursuivi jusqu'à son entrée à l'université, où elle a décidé d'étudier le droit, souhaitant suivre les traces de son père et devenir juge. Elle a suivi ses études à l'université du Sacré-Cœur, dans sa ville natale de Lima, dans le quartier de San Juan de Mara Flores. Mais si les relations de Juliana avec son père étaient presque idéales, il en allait tout autrement avec sa mère. Et plus la jeune fille grandissait, plus le désaccord s'aggravait. Son frère aîné, Luis Junior, était souvent témoin de leurs disputes. Il racontait que Juliana et María ne s'entendaient pas et se disputaient presque tous les jours. La jeune fille reprochait à sa mère d'être trop critique, tandis que celle-ci, à son tour, n'approuvait ni les choix vestimentaires de sa fille, ni ses amis, ni son mode de vie. Avec le temps, la mère a commencé à soupçonner Juliana de lui voler de l'argent et des bijoux. Le frère aîné a confirmé que de tels incidents avaient effectivement eu lieu. De plus, à l'université, Juliana avait un jour volé la carte bancaire d'un camarade de classe. Lorsqu'elle avait essayé de retirer de l'argent, tout avait été découvert. Pour éviter l'intervention de la police, le père avait été contraint de dédommager la victime. María était de plus en plus agacée par le fait que Luis gâtait sa fille et ne la punissait pas pour ses écarts de conduite. La jeune fille avait pris l'habitude de se sentir tout permis. Elle reprochait même à sa mère de ne pas avoir terminé ses études universitaires, la traitant de simple secrétaire. Chaque fois que María essayait de se plaindre à son mari du comportement de sa fille, il prenait le parti de Juliana. Les voisins avaient remarqué depuis longtemps qu'il y avait des tensions dans cette maison. Les gens entendaient souvent des cris, mais ils voyaient aussi que Juliana se comportait différemment selon les personnes. Elle était aimable avec les autres, mais aigrie avec sa mère. Le père et la fille étaient inséparables. Ils faisaient du shopping ensemble, dînaient au restaurant. Ils étaient presque toujours ensemble. Même lors des voyages en famille, Juliana s'asseyait à l'avant à côté de son père, tandis que María s'asseyait à l'arrière. Tout cela ne faisait que renforcer la distance entre les époux. María se rapprochait de plus en plus de ses fils, essayant de leur donner ce qui lui manquait dans son mariage. Cela a continué ainsi jusqu'en mars 2005. Ce samedi 26 mars, Luis père est parti en voyage d'affaires en Argentine, emmenant avec lui son fils cadet. Seuls María, Juliana et leur fils aîné sont restés à la maison. Selon ce dernier, Juliana a de nouveau pris les bijoux de sa mère et a quitté la maison. Elle n'est revenue que tard dans la nuit, ivre, sans clé, frappant à la porte et criant pour qu'on la laisse entrer. Son frère était convaincu qu'elle le faisait exprès pour énerver sa mère. Le lendemain, Juliana, comme si de rien n'était, a demandé à sa mère de l'argent pour le déjeuner et les transports, et elle l'a obtenu. Plus tard,
Maria a parlé au téléphone avec son mari et lui a dit que Juliana était partie étudier. Mais Louis savait que sa fille n'avait pas cours ce jour-là. Comprenant qu'elle avait de nouveau été trompée, Maria s'est mise en colère. Le lendemain, le 28 mars, Maria et son fils aîné se sont rendus au magasin pour acheter tout le nécessaire pour les études du jeune homme qui venait d'être admis à l'université. Cependant, à la caisse, Maria s'est aperçue que sa carte bancaire avait disparu. Elle a pensé qu'elle l'avait peut-être laissée à la maison. Mais elle a dit à voix haute, « Si c'est encore Juliana, elle le regrettera. » À 14h30, Louis Junior est parti faire du skateboard avec ses amis. Il a embrassé sa mère pour lui dire au revoir, sans se douter qu'il ne la reverrait plus jamais. Quand il rentra chez lui le soir, seule Juliana était là. Elle semblait déconcertée, comme si elle ne s'attendait pas à le voir revenir si tôt. Son frère remarqua qu'elle buvait du soda, alors qu'elle surveillait strictement son alimentation ces derniers temps. Elle ignora ses questions et il repartit. De retour vers 23h, Louis découvrit que la porte était fermée de l'intérieur. Il frappa, appela, mais personne ne répondit. Quelques minutes plus tard, Juliana ouvrit la porte, vêtue uniquement d'une serviette. Elle passa devant lui sans un mot, sans expliquer ce qui se passait. Le garçon se rendit dans la cuisine, puis se mit à chercher sa mère, mais elle était introuvable. Il l'appela, entra dans les chambres, mais en vain. Il s'approcha alors de la porte de la salle de bain des invités. Elle était fermée à clé et la lumière à l'intérieur était éteinte. Cela lui sembla étrange. Il y avait une petite fenêtre dans cette pièce. Louis monta sur une chaise et regarda à l'intérieur. Dans l'obscurité, il distingua une silhouette qui ressemblait à un corps allongé. Le garçon, remarquant que quelque chose n'allait pas, cria de panique et appela sa sœur, essayant de comprendre ce qui se passait dans la salle de bain des invités. Il demanda à Juliana qui se trouvait à l'intérieur, leur mère ou peut-être la femme de ménage. La jeune fille haussa les épaules, feignant la surprise, et après avoir jeté un coup d'œil par la petite fenêtre, répondit calmement qu'elle ne reconnaissait pas la personne allongée sur le sol. Louis essaya de forcer la porte, mais elle ne céda pas. Il courut alors chercher son voisin et appela la police. Avec l'aide des agents qui arrivèrent, ils enfoncèrent la porte. Ce qu'ils virent à l'intérieur les choqua tous. Maria Martinez gisait sur le sol, face contre terre, dans une mare de sang. À côté d'elle se trouvaient des lunettes brisées et le manche d'un couteau sans lame. Tout indiquait un meurtre brutal. La femme se vidait de son sang et apparemment, personne n'avait même essayé de lui venir en aide. Malgré cette scène horrible, Juliana restait parfaitement calme et ne montrait aucun signe d'émotion. Louis comprit immédiatement qu'elle était la dernière personne à avoir vu leur mère vivante. La jeune fille fut emmenée au poste de police pour être interrogée. Là, elle raconta sans émotion particulière qu'à son retour de promenade, elle s'était à nouveau disputée avec sa mère. Au cours de la dispute, selon ses dires, Maria avait saisi un couteau et l'avait menacée. Après quoi, Juliana, pour se défendre, avait pris un autre couteau de cuisine. Une lutte s'est engagée qui, selon sa version, s'est terminée par une tragédie. Les experts médico-légaux ont relevé 65 coups de couteau sur le corps de Maria. La plupart d'entre eux étaient superficiels, mais l'un d'eux, mortel, portait au cou. Le couteau avait sectionné une artère et la femme était morte en se vidant de son sang. Et pourtant, personne n'est venu lui porter secours. Juliana a affirmé que sa mère s'était infligé elle-même le coup fatal dans le chaos de la bagarre et que tout cela n'était qu'un accident. Mais dès le début, son récit semblait douteux. Maria présentait de nombreuses coupures et contusions aux mains, aux épaules, à la poitrine, au dos et à la tête. Le visage de la femme était tellement défiguré que les médecins ont dû lui faire plus de 300 points de suture avant les funérailles. Juliana n'avait que quelques égratignures légères et 2 ou 3 ecchymoses sur le bas du corps.
Les policiers ont commencé à soupçonner qu'il ne s'agissait pas du tout d'un cas de légitime défense, mais d'une agression délibérée. Le lendemain, la jeune fille a été interrogée à nouveau. Elle a alors changé sa déposition et a avoué avoir frappé sa mère la première. Cependant, Juliana a continué à affirmer qu'elle avait agi dans le but de se défendre. Selon sa nouvelle version, tout a commencé lorsqu'elle essayait de nouveaux vêtements, en écoutant de la musique à plein volume, alors que Maria rentrait à la maison. Sa mère s'est mise en colère, a crié, lui a jeté un vase, puis s'est mise à l'insulter. Juliana n'est pas restée en reste et s'est mise à crier à son tour, essayant de blesser sa mère avec des mots. Le conflit s'est envenimé. À un moment donné, Maria a accusé sa fille d'avoir tenté de l'empoisonner. Selon Juliana, tout cela était dû à des sachets contenant une poudre inconnue qu'elle avait trouvée par hasard dans la cuisine. Il s'agissait en fait, comme on l'a découvert plus tard, de mort au rat. Louis, en rentrant à la maison avant le dîner, aurait surpris sa sœur en train de mélanger cette poudre à du soda. Elle a expliqué qu'il s'agissait d'une expérience. Plus tard, elle aurait tout renversé, mais sa mère a vu l'emballage et, prise de rage, a décidé que sa fille voulait vraiment l'empoisonner. Lorsque le conflit a atteint son paroxysme, Juliana s'est rendue dans la cuisine et a pris un couteau pour couper la pastèque. Sa mère l'a suivie en continuant à crier. Juliana, dans un accès de colère, a planté le couteau dans la table et a crié pour qu'elle se taise. Mais Maria ne s'est pas arrêtée. La jeune fille a alors saisi un couteau et l'a brandi pour intimider sa mère, comme elle l'a dit. La femme a également pris un couteau et s'est jetée sur sa fille. Elles se sont battues, ont été projetées contre le mur et ont accidentellement éteint la lumière. La musique jouait toujours fort, mais les voisins n'ont rien entendu à cause du bruit. Quand tout fut terminé et que Juliana reprit ses esprits, elle alluma la lumière et vit sa mère gisant sur le sol couverte de sang, un couteau planté dans le cou. Mais au lieu d'appeler l'ambulance ou la police, la jeune fille transporta le corps dans la salle de bain et rangea la cuisine. Après cet aveu, Juliana a été envoyée passer un examen psychiatrique. De plus, on voulait également examiner Maria à titre posthume. On pensait que la femme avait pu provoquer l'agression ou même se suicider. Cette idée a provoqué un tollé général. Les médias ont écrit que Maria aurait perdu la raison et aurait attaqué sa fille. Louis était furieux. Il a nié toute allusion à des troubles mentaux chez leur mère. De plus, il affirmait que Juliana essayait délibérément de rejeter la faute sur la défunte, profitant du fait qu'elle ne pouvait plus se défendre. Il affirmait que c'était sa sœur qui avait commencé la dispute et qui avait attaqué. L'avis de l'expert a jeté de l'huile sur le feu. Selon lui, il était impossible de déterminer avec une certitude absolue qui avait porté le coup fatal. Cela a donné à Juliana une raison de changer à nouveau sa version. Elle affirmait désormais que sa mère avait décidé de mettre fin à ses jours et s'était tranché la gorge elle-même. Louis était catégoriquement en désaccord avec cela. Il a continué à se battre pour la justice, prouvant que derrière cette tragédie se cachait non pas une mère désespérée, mais une fille menteuse. Le corps de Maria présentait 65 coups de couteau. Une telle cruauté ne pouvait s'expliquer ni par une tentative d'autodéfense, ni a fortiori par un suicide. Louis, son fils, a vu le corps de sa mère de ses propres yeux. Il était tellement mutilé qu'on aurait dit qu'il avait été attaqué par des bêtes sauvages. Et ce qui l'a le plus bouleversé, ce n'est pas seulement l'image de la violence, mais aussi le comportement de Juliana. Elle n'a pas appelé la police, n'a pas essayé de prodiguer les premiers soins, mais a simplement traîné le corps dans la salle de bain et s'est assise pour attendre son frère. Un tel comportement a suscité de sérieux doutes quant au caractère accidentel de la tragédie. Louis était particulièrement indigné que la plupart des membres de sa famille, en particulier du côté de son père, aient pris le parti de sa sœur, comme pour justifier son acte.
Il lui était difficile de voir qu'au moment d'une telle douleur, ses proches se rassemblaient non pas autour de la mémoire de leur mère décédée, mais autour de son meurtrier. Ces circonstances l'ont éloigné de sa famille dès la période de l'enquête. Son père soutenait particulièrement activement Juliane. Même son jeune frère, qui n'avait alors que 12 ans, croyait que sa sœur s'était simplement défendue. Louis était convaincu que son père pardonnait à nouveau tout à sa fille, comme il l'avait fait auparavant. De manière inattendue, les voisins ont également commencé à manifester leur sympathie à Juliana. Beaucoup ont déclaré que Maria se comportait souvent de manière colérique et grossière, en particulier envers sa fille. À l'issue de l'examen psychiatrique, les médecins ont conclu que Juliana a été responsable de ses actes et capable d'en assumer la responsabilité. Cependant, des particularités psychologiques ont été constatées chez elle. La plus frappante était son attachement malsain à son père, ce que l'on appelle en psychologie le complexe d'Électre. Sur fond de cette relation, une rivalité interne avec sa mère s'est développée. De plus, la jeune fille avait une personnalité hystérique prononcée. Elle avait tendance à exagérer, à être démonstrative sur le plan émotionnel et à essayer d'attirer l'attention sur elle par ses vêtements et son comportement. Tout cela a déclenché une vague de ragots et de publications dans lesquelles on discutait même d'une possible relation intime entre le père et la fille. Son frère aîné, Louis, était également souvent interrogé sur des sujets délicats. Il n'avait pas de relation étroite avec son père. Il évitait donc ce genre de conversation et se concentrait sur le souvenir de sa mère. Au cours de l'enquête, un manche de couteau sans lame a été trouvé dans la maison. On ignore toujours où se trouve la lame. Le couteau entier a été retrouvé dans le cou de Maria, mais il ne portait aucune empreinte digitale. Juliana a non seulement tenté de cacher l'arme du crime et le poison, mais elle les a également cachés dans sa chambre, tout en continuant à affirmer que tout s'était passé dans le cadre de la légitime défense. Le procès a débuté le 8 mars 2006. Juliana a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de tuer sa mère, mais qu'elle s'était seulement défendue. Cependant, au fur et à mesure que le procès avançait, ces témoignages sont devenus de plus en plus contradictoires. L'histoire du poison à rat était particulièrement confuse. Au début, la jeune fille a déclaré qu'il s'agissait d'une expérience avec du soda, puis elle a complètement nié son implication, bien que plusieurs paquets de poison aient été trouvés dans sa chambre. La défense a misé sur l'instabilité émotionnelle et les traumatismes causés par une relation difficile avec sa mère. Juliana a évoqué de nombreuses disputes, des insultes, le fait que sa mère lui jetait des objets et violait son intimité en lisant son journal intime. Elle a pleuré lors des audiences, semblait vulnérable, et ses avocats ont tenté d'atténuer la perception du crime. Cependant, l'autopsie a révélé que seule une des blessures, située au niveau du cou, était mortelle. Les autres auraient pu être infligées dans le but de se défendre. Plus de 300 points de suture ont été posés sur le visage de la victime, afin de préparer le corps pour les funérailles. L'expert judiciaire invité par la défense a déclaré que les deux femmes agissaient à ce moment-là sous l'influence de leur instinct de survie et étaient incapables de penser rationnellement. Néanmoins, le ministère public a insisté, le nombre de blessures, les tentatives de dissimulation des preuves, le poison. Tout cela prouvait qu'il s'agissait d'un meurtre prémédité. Le 26 juillet 2006, le tribunal a déclaré Juliana coupable. Elle a été condamnée à 20 ans de prison et à une amende d'environ 8 000 $. Cependant, dès le mois de mai de l'année suivante, sa peine a été réduite à 12 ans. Le tribunal a tenu compte de l'âge de Juliana et de ses remords. Cette décision a suscité une vive réaction. Beaucoup ont supposé que son père, un juge influent, avait pu contribuer à l'allègement de la peine. Ces soupçons se sont renforcés en 2009, lorsque Juliana a été libérée sur parole, après seulement 4 ans d'emprisonnement. Cela a provoqué une vague d'indignation.
Cependant, la jeune femme a ignoré la réaction du public. Elle a commencé une vie publique, elle a donné des interviews, lancé un blog, publié un recueil de poèmes. Dans aucune de ses interventions, elle n'a exprimé de regret pour ses actes. En 2011, Luis a remarqué sur les réseaux sociaux des photos de sa sœur prises en Équateur. Cela constituait une violation des conditions de sa liberté conditionnelle. Juliana n'avait pas le droit de quitter le pays. Luis en a informé les autorités. Il a souligné qu'il ne cherchait pas à se venger, mais qu'il voulait simplement que la coupable soit punie comme elle le méritait. Cette décision n'a fait qu'aggraver les tensions au sein de la famille. Son jeune frère et son père ont condamné Luis. Une enquête a révélé que Juliana avait systématiquement enfreint les règles de sa liberté conditionnelle. Elle ne se rendait pas à ses séances de thérapie, ne travaillait pas et ne respectait pas le couvre-feu. De plus, il s'est avéré qu'elle avait falsifié la signature de son avocat afin d'obtenir l'autorisation de quitter le pays. En janvier 2012, un mandat d'arrêt a été lancé contre elle. Cependant, lorsque la police est arrivée, elle avait disparu. Quelques semaines plus tard, son avocat a obtenu l'annulation de l'arrestation. Le tribunal a reconnu que les preuves des violations étaient insuffisantes. Juliana a retrouvé la liberté. Louis était dévasté. Le juge qui avait annulé le mandat était un vieil ami de son père. À ce moment-là, Louis n'avait pratiquement plus de contact avec sa famille. Il se sentait trahi, seul, et comme le seul a vraiment pleuré sa mère. Par la suite, Juliana n'a conservé de relations étroites qu'avec son jeune frère. Elle a passé le reste de sa peine en liberté. Louis est devenu un spécialiste dans le domaine des communications, a fait des études, appris plusieurs langues et voyagé dans plus de 80 pays. Il a partiellement renoué le contact avec sa famille, mais il est convaincu que l'intimité d'autrefois ne reviendra plus. Il considère toujours Juliana comme coupable. Quant à Juliana Liamoca, elle a suivi des études de droit, mais n'a pas pu devenir avocate. À un moment donné, on a perdu sa trace en Europe.